Alors, effectivement, LVMH est composé de 60 maisons, en l'occurrence. On préfère raisonner à l'échelle des maisons qu'à l'échelle des divisions. C'est-à-dire que la communication elle-même n'est pas déléguée à des entités qui regroupent plusieurs maisons, mais elle est totalement dans les mains des maisons elles-mêmes. Donc le raisonnement à avoir dans le cadre de votre question, c'est la réflexion à l'échelle de chacune des maisons et comment est-ce que chacune des maisons définit son territoire de communication. En fait, c'est quelque chose que l'on centralise très très peu comme processus de décision, dans le sens, et là j'essaie de répondre à votre question, qui sous-entend qu'il y a une décision centrale en fait, qui est prise et des orientations qui sont, qui sont assignées en centrale. En fait, ce n'est pas le cas. L'une des forces d'une vraie maison de luxe, en fait, c'est qu'elle a nécessairement dans son patrimoine, dans la façon dont elle est, dont elle se conçoit, elle a normalement tous les outils qui lui permettent de définir sa communication, qui assureront la cohérence de sa communication comme de l'ensemble de son mix de contact avec le client, du produit, du lieu de vente et de la communication. Et donc on a en théorie absolument pas besoin d'intervenir en centrale pour déterminer et pour dire à telle maison vous devriez être sur tel segment de communication avec tel type de communication. En fait les maisons sont par définition, si elles ont un patrimoine génétique, un patrimoine de marque suffisant, elles doivent pouvoir déterminer elles-mêmes les vrais, les justes messages qu'elles doivent véhiculer. Alors ensuite, est-ce qu'il peut y avoir des interférences entre ces messages ? Quand on ne connaît pas bien un secteur d'activité, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à imaginer que les maisons de champagne, entre guillemets, se marchent sur les pieds. En pratique, ce n'est pas le cas parce que on se rend compte que dès qu'on commence à appréhender la matière, le savoir-faire, l'historique des maisons, qui, avec cet historique, souvent correspondent à des présences sur différents marchés, sur différents types de vins, plus ou moins haut de gamme, plus ou moins sélectifs. À ce moment-là, les communications se mettent en place très très naturellement et on n'a pas besoin d'arbitrer en centrale. Donc la leçon à retenir, c'est que la communication, elle est, dans le cadre d'une maison de luxe, elle est vraiment drivée par l'essence de la maison et que une maison qui est juste en tant que maison de luxe, elle n'attend pas une gouvernance centrale qui va lui dire comment communiquer, mais elle trouve dans ses gènes les bons positionnements de communication et par définition, elle s'auto-identifie et elle se discrimine par rapport aux autres et elle trouve complètement son territoire de marque. Alors, la chose la plus sage à faire, surtout quand on raisonne en termes d'accès aux clients, de relations clients ou de marketing, c'est effectivement de déconstruire LVMH et de raisonner uniquement à l'échelle de chacune des maisons. Maintenant, LVMH existe en tant qu'entité. C'est une entité économique très forte, très puissante, qui rencontre un succès certain, qui est connue en tant que telle et qui assume aussi son identité en tant que groupe. Mais on est dans une démarche tout à fait différente. On n'est pas dans un accès au client final, on est dans un rôle sociétal d'entité socio-économique à ce moment-là. Et dans ce domaine-là, LVMH a une légitimité totale. Le fait qu'il y ait cette multitude de maisons au sein du groupe, M. Arnaud aime bien parler d'une pléiade de marques, en fait ça définit en soi LVMH et ça en fait effectivement un acteur assez unique en matière économique, financière et sociétale. Nous sommes le groupe qui probablement rassemble le plus de maisons différentes. Et notre savoir-faire en tant que groupe, c'est justement d'être l'actionnaire de toutes ces maisons et de leur donner les moyens de prospérer dans le respect de ce qu'elles sont, sans interférer avec les points fondamentaux de leur identité de marque. Le savoir-faire d'LVMH, c'est justement de savoir être à sa bonne place dans sa relation avec ces maisons. Une fois que l'on a dit ça, en fait, ce qui est frappant, c'est que l'ensemble des maisons qui constituent LVMH, on se rend compte parce qu'elles sont toutes dans le même univers du savoir-faire, du luxe, de l'artisanat, d'une certaine expérience offerte aux clients. Toutes ces maisons ont des valeurs communes, qui sont les valeurs d'LVMH. Donc LVMH n'a pas de problème à se définir comme étant un groupe où
tout ce qui est fait, que ce soit dans la communication centrale ou évidemment dans toute la vie des différentes maisons du groupe, se caractérise par des valeurs qui sont la créativité. La créativité, c'est quelque chose de très structurant chez nous, c'est quelque chose qui fait que on donne toujours le primat à une idée nouvelle, à quelque chose qui va nous titiller et qui va exciter aussi le client. Donc la créativité, un esprit qui est tourné vers la qualité, vers l'excellence en permanence, c'est évidemment la qualité des hommes, mais c'est aussi et surtout la qualité des produits et des services que l'on offre. Et puis, d'une façon très liée en fait, à cette organisation qui regroupe des maisons auxquelles on souhaite continuer de confier énormément de pouvoir, il y a la notion de décentralisation, d'organisation très entrepreneuriale, et tout ça, ça définit des valeurs communes en fait, qui font que le groupe a réellement une identité en tant que tel. Alors, les sites internet, d'ailleurs comme l'ensemble de la présence digitale du groupe, je pense que quand on pense site internet, il faut tout de suite élargir la discussion à internet en tant que site émetteur de messages, également l'étendre à Facebook, aux médias sociaux en général, ou une maison. Donc là, on se place bien au niveau des maisons. Les maisons peuvent légitimement être présentes parce qu'elles sont dans l'air du temps, parce que les créatifs de ces maisons, tous les collaborateurs de ces maisons, tous les gens qui les font vivre, sont eux aussi complètement dans l'air du temps. Et donc, il semble complètement naturel que ces maisons aient une présence en ligne. Une fois que l'on a dit ça, il faut définir le bon niveau de présence. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de malentendu, en fait, il y a une quinzaine d'années, lorsque Internet a émergé, une sorte de croyance que le digital était antinomique du luxe. En vérité, quand on y réfléchit, et c'est le constat qu'on a fait, mais un peu comme Jourdain faisait de la prose, ça s'est imposé en fait au sein du groupe. Le digital, il est très aligné avec notre monde. Il est aligné parce que d'abord c'est un domaine technologique. C'est pas la technologie qui nous fascine, mais c'est le côté innovant à l'intérieur de la technologie, cette capacité à être toujours dans la surprise, toujours dans une expérience nouvelle qui est offerte aux clients de nos maisons. Et puis, le digital permet une assez grande, un mot pas très joli, customisation en fait. C'est-à-dire une approche personnalisée des différents interlocuteurs que l'on peut avoir. Notamment parce qu'il y a des comportements d'internautes qui font que les gens s'auto en fait identifient et choisissent leur façon d'accéder à la maison en choisissant le média en ligne qu'ils utilisent pour accéder à une maison. Donc en fait le digital est complètement approprié pour notre univers. Et maintenant, pour répondre à votre question, je pense que le débat élitisme, démocratisation, etc., il ne se pose pas plus en ligne que nulle part ailleurs. On peut offrir en ligne des expériences extraordinairement qualitatives, extraordinairement surprenantes, complètement alignées, on l'espère, sinon elles sont fausses et il ne faut pas le faire, mais on veut offrir des expériences qui sont alignées avec l'ADN des maisons, qui représentent ce que sont ces maisons, qui représentent l'univers de ces créatifs. Je prends un exemple, on a chez Pucci, c'est cette petite maison italienne qui date des années 50, c'est l'art de vivre, la Dolce Vita. Le designer de Pucci est un jeune homme de la jet set internationale, il est américano-norvégien, Peter Dundas. Lui, il vit avec Facebook, il raconte sa vie sur Facebook à ses amis. Il est complètement légitime qu'il fasse la même chose avec une présence Facebook pour Pucci. Et c'est un élément de dialogue où effectivement, eh bien, cette vie de la Dolce Vita que le comte Pucci avait exemplarisée dans les années 50-60, Peter Dundas, lui, raconte ses copines avec la vie dans les soirées à Miami et se met en scène comme ça. On est totalement dans l'ADN de la maison Pucci et on trouve à un angle une présence qui est complètement légitime pour la maison en ligne. Donc la seule chose à faire, c'est de bien choisir, et en fait c'est même pas une notion de choix, c'est une notion d'assumer le bon média et la bonne forme d'expression à travers les différents médias numériques qui existent. Alors maintenant, où il y a quelque chose de très intéressant aussi à constater en ligne, c'est que le média digital n'est pas qu'un média, c'est aussi un canal de distribution, puisqu'il permet du e-commerce.
Là, on est dans un cas où, en fait, c'est fabuleux. Nos clients, qui souvent n'ont pas un accès direct à nos lieux de vente, parce qu'on est très sélectif, parce qu'on ne peut pas être partout, parce que nos clients voyagent, etc., nos clients ont un accès à un lieu où ils n'ont pas l'expérience directe du produit, mais ils ont la facilité d'achat. Et donc on se rend compte que les clients sont très très intéressés à y accéder. On se rend compte qu'il y a des comportements très très intéressants où les clients sont à la fois clients dans le réel, et ils vont dans les boutiques, et puis sont clients en ligne en complémentarité. Et ces clients-là sont souvent les plus assidus auprès d'une marque. Donc c'est ceux qui se nourrissent le plus de la marque et qui ont la meilleure expérience certainement de la marque. Notamment parce que c'est tout simple, ils vont dans les boutiques, ils constatent les produits, ils les apprécient ou ils ne les apprécient pas, et ils réfléchissent à leur décision d'achat et ils prennent la décision d'achat en ligne ensuite. Nous, on aime bien, c'est une très bonne question pour nous, parce que lorsqu'on réfléchit à la façon dont on fait vivre nos maisons, on se rend compte que l'une de nos forces, c'est d'être capable d'avoir des maisons anciennes ou très anciennes, plusieurs sont centenaires ou bicentenaires, tricentenaires, et de pouvoir les faire vivre, et les faire vivre c'est dans l'actualité et en regardant demain. Et en fait, on a notamment ce concept que l'on aime bien utiliser pour expliquer ce que l'on fait, qui est de dire qu'on construit le futur de la tradition. Et donc, on n'est pas du tout dans l'idée d'opposer une histoire à une innovation. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'innovation soit juste et qu'elle s'inscrive dans l'histoire de ces maisons. On se rend compte que les maisons, les vraies maisons de savoir-faire historiques françaises, européennes ou même plus internationales, en fait, en général, à leur naissance, il y a de l'innovation. Dom Pérignon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé le champagne en toute simplicité. Monsieur Dior, il a été l'un des premiers à travailler le parfum dans un univers de mode. Et vous prenez toutes les maisons du groupe comme ça, elles ont quasiment toutes participé d'un grand moment dans l'histoire de l'art de vivre occidental. Il y a quelque chose qui s'est passé à leur origine. Le bon marché, c'est l'archétype du nouveau grand magasin de centre-ville, à un moment où au 19e, les villes évoluaient d'une façon tout à fait radicale. Donc toutes ces maisons, leurs racines, elles sont dans l'innovation. Donc c'est complètement légitime qu'elles continuent à innover. Évidemment, la contrainte est de le faire avec justesse. Donc il ne faut pas se disperser. Il y a un certain nombre de choses qui fondent une maison, une marque. Les clients attendent quelque chose d'une marque. C'est une sorte de jeu miroir en fait entre les clients et le créateur. Le créateur, et vous savez que chez nous, à l'intérieur de chacune des maisons, on met vraiment un point d'honneur à avoir une direction créative. Même dans des maisons où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des créatifs, il y a des créatifs. Au bon marché, il y a un directeur artistique en fait, qui va vous parler des vitrines, qui va vous parler du packaging, qui va vous parler de la publicité, qui va même vous parler d'une partie de l'environnement produit en fait. Et ça, c'est très structurant pour ces maisons. Il y a des gens qui sont en charge de faire vivre justement cette tradition de l'innovation qui existe dans les maisons. Donc en fait, le hiatus, il n'existe pas. Et s'il existe, c'est qu'il y a un problème dans la conception de la marque. C'est que la marque, elle est un peu frauduleuse quelque part. Et on espère que ça n'existe pas dans les maisons de LVMH. Alors, là c'est pareil, quand vous dites LVMH, ce sont les maisons, hein, qui se placent au niveau des maisons. Donc est-ce que chaque maison va plus ou moins cibler un type particulier de marché, de catégorie de population ou... Alors il y a deux choses en fait. La première question c'était dans quelle mesure les maisons doivent faire quelque chose pour s'adapter entre guillemets à des marchés nouveaux. Alors la première chose à dire d'abord c'est que ces marchés eurent été émergents, ils sont plus émergents en fait, ils sont des marchés comme les autres où on a des clients extraordinairement sophistiqués qui parfois avec une rapidité phénoménale, c'est vrai, ont acquis les mêmes codes que nos marchés traditionnels. Nos marchés traditionnels qui eux-mêmes, on aurait pu les constater, on aurait pu les qualifier d'émergents en fait il y a peu de temps. Vous pensez au Japon, dans les années 80, le Japon était un marché émergent, la Corée dans les années 90 était un marché émergent. Maintenant ce sont des marchés
que l'on considère comme étant mature dans le sens où on n'attend pas d'évolution majeure du comportement des consommateurs sur ces marchés. Les marchés auxquels vous faites référence, c'est plutôt la Chine, le Brésil, le Proche, le Moyen-Orient, la Russie. En fait, ces marchés-là, on est sidéré par la vitesse à laquelle nos clients y apprennent l'art de vivre occidental, en fait, qui est justement ce qui fonde l'attractivité de nos maisons. On est sidéré de la facilité avec laquelle les clients qui là-bas ont maintenant les moyens de s'intéresser à nos produits comprennent la façon dont ces produits sont désirés en Occident. Oui, on est effectivement sidéré de la vitesse à laquelle les clients qui comprennent l'art de vivre que nous avons, nous, en relation avec nos maisons en Europe et aux États-Unis, ils le comprennent et ils l'adoptent très très vite. L'effort que l'on a à faire, nous, sur ces marchés, à ce moment-là, c'est de faciliter cette compréhension, en fait. C'est donc de démontrer d'une façon finalement assez candide ce qui fait la désirabilité de nos produits ici. Ici, souvent, on sait que les produits sont désirables. Donc, le travail est très complexe autour de cette désirabilité. Le premier travail à faire sur un marché nouveau, ou un marché qui est apparu au cours des 5-10 dernières années, c'est d'essayer de transmettre aussi vite que possible ce patrimoine de désirabilité autour des produits, des services du groupe, et donc d'expliquer ce qui fait que ces maisons sont aussi remarquables. C'est le savoir-faire, c'est la créativité, c'est quand même très très souvent le savoir-faire, on se rend compte, et l'ancienneté. Donc ça c'est la première chose. Il n'est pas indispensable, et il est même en général pas du tout souhaitable, de travailler d'une façon ou d'une autre l'ADN d'une maison pour aller vers ces marchés nouveaux. Parce que si vous le faites, ça veut dire que vous allez travestir un peu cet ADN, et donc vous allez fausser le jeu. Et rien de plus catastrophique que de commencer à travailler sur un nouveau marché avec un ADN faussé qui serait différent de celui que vous avez par ailleurs dans le monde. D'abord, ces clients-là sont les premiers à voyager, ils ont un pouvoir d'achat qui leur permet, ils ont une avidité de découvrir le monde et en plus une intelligence qui en général consiste à aller vérifier à l'étranger que ce que l'on leur présente sur le marché domestique est bien la réalité des maisons. Donc il serait complètement aberrant d'avoir une démarche différente. Il ne faut pas adapter le produit, il ne faut pas adapter l'ADN et l'image des maisons. En revanche, il faut bien expliquer ce qui fonde la désirabilité des maisons. En termes de chiffre d'affaires, le groupe a un équilibre géographique assez remarquable. On a de l'ordre d'un tiers du chiffre d'affaires qui est fait en Europe, y compris la France, un gros quart aux États-Unis et un très gros tiers en Asie, y compris les marchés plus historiques, traditionnels comme le Japon, et puis des marchés émergents qui effectivement ont des performances économiques remarquables comme la Chine. Le reste étant l'Amérique latine et le Proche-Orient. Donc on est dans un équilibre qui fait que, et c'est d'ailleurs très bien, on n'est pas à prendre, j'ai envie de dire, un parti plus qu'un autre. La vérité, c'est qu'il faut forcément rester vrai dans ses origines, et donc il faut continuer, parce que c'est aussi ce que les clients du monde entier attendent, il faut continuer d'offrir l'archétype du produit du marché d'origine. Si le champagne français ne plaisait plus aux Français, comment voulez-vous le proposer aux nouveaux clients chinois? Ce serait absolument ridicule. Donc il faut rester vrai dans ses origines, et après ça, parler avec le bon niveau de langage et le bon niveau d'explication sur les marchés émergents. Alors, je pense qu'il n'y a pas de notion consciente de mise en avant de X ou Y plus qu'un autre, pour des raisons de programmation, j'ai envie de dire, de la présentation. Encore une fois, ça se détermine au niveau des maisons. Les maisons, de fait, gèrent leur politique de petit à petit, ou pas d'ailleurs, accéder à des marchés nouveaux. Et en fait, le juge de paix dans le domaine, c'est la réalité de ce qu'est cette maison.
il y a des maisons qui sont des maisons naturellement tournées vers l'exportation, vers la conquête de nouveaux marchés. J'aime bien prendre l'exemple de la maison NC. Malheureusement, on ne consomme plus beaucoup de cognac en France et on ne sait plus ce que c'est un vrai beau cognac. Mais NC a été fondée au milieu du 18e par un officier d'armée irlandaise retraité qui est venu s'installer sur les bords de la Charente à Cognac. La première chose qu'il a fait, c'est d'exporter, parce qu'il était international déjà de culture. Donc on a dans les livres de contes de NC, on a des ventes en Chine et au Japon à une époque où il n'y avait que des missionnaires dans ces pays-là. Et néanmoins, déjà à l'époque, il commençait à envoyer ses produits sur ces marchés-là. Donc dans son ADN, NC a la conquête des nouveaux marchés. Donc dans ce cadre-là, NC est complètement légitime à être effectivement tout de suite très agressif, dans le sens positif, très présent sur ces marchés émergents. D'ailleurs, NC s'est remarquablement bien, entre guillemets, approprié la crise financière des 3 dernières années, en souffrant certes un tout petit peu aux États-Unis, mais très vite en regagnant des marchés en Chine. Et c'est complètement légitime pour eux, ils savent le faire, c'est ce qu'ils ont fait depuis 300 ans. C'est très simple. À l'inverse, évidemment, vous avez des maisons qui sont naturellement plus timides, moins tournées vers l'ouverture. Et à ce moment-là, on n'attend pas en centrale, en tout cas, que ces maisons prennent des risques. C'est à elles, à un moment ou à un autre, de se sentir mûres pour le faire. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai envie de dire, regardons, vous regardez chacune des maisons et vous verrez que certaines sont très présentes et c'est complètement logique et elles ne se posent même pas la question. Je veux dire, c'est normal pour elles d'être présentes de façon très très internationale et puis d'autres le sont moins, juste parce que ce ne serait pas juste si elles le faisaient. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des clients étrangers qui les désirent, ça veut dire que ces clients ont des démarches d'approche du lieu de vente différentes, ils viennent ici en voyage, par exemple. C'est une très bonne question, je vous remercie de m'avoir posé. Effectivement, LVMH est très visible dans son association au monde de l'art. Je pense que LVMH est proportionnellement plus visible que les efforts d'LVMH ne sont proportionnellement importants. Et j'aime bien dire ça parce que ça souligne une chose, en fait, c'est l'extrême légitimité d'LVMH dans le monde de l'art. Alors d'abord, il y a une première chose, c'est que Bernard Arnault, le président du groupe, est réellement un amoureux de l'art et de plusieurs formes d'art, aussi bien de musique que d'art plastique, et de différentes périodes, modernes, contemporains. Et donc, lui, il a vraiment une démarche de mécène. Donc, je ne parlerai pas à ce titre-là, ça existe, c'est une décision, mais c'est une décision personnelle, qui d'ailleurs, souvent, n'est même pas rendue publique, en fait. C'est juste un amour, une proximité avec un monde, c'est ainsi. Maintenant, pour les maisons du groupe LVMH, le fait structurant, encore une fois, c'est la créativité. À partir du moment où on donne la parole autant dans les maisons à des équipes créatives, ces équipes créatives, elles passent leur temps à se nourrir de l'air du temps. Et en général, la pointe de l'air du temps, c'est l'expression artistique. Donc évidemment, tous les créatifs, quel que soit leur niveau de seniorité, on peut parler de stars, comme on peut parler des plus jeunes dans les studios ou au merchandising, etc. Tous ces gens-là vivent dans des centres urbains où ils ont constamment accès à cette culture et ils ont envie de faire rayonner cette culture. Donc le groupe, effectivement, de fait, à travers ces maisons, est très présent et facilite beaucoup de travaux dans le domaine artistique, commissionne des travaux pour, par exemple, éclairer ces lieux éclairer au sens intellectuel, ces lieux de vente. C'est le cas notamment de Vuitton, qui en est venu à organiser des espaces de vente qui sont de véritables mini-musées à l'intérieur des maisons Vuitton. Je vous encourage à aller à Londres, c'est pas très loin. La maison Vuitton de Bond Street, eh bien, dans les étages supérieurs, on a des véritables musées qui sont les lieux d'accueil des clients. Le mini-musée que vous avez ici comme salle d'attente? Alors, ici, effectivement, au siège, il y a un mini-musée salle d'attente qui est plus orienté produit, en fait, histoire des produits. Et puis surtout, il y a un très très beau projet qui sera probablement dévoilé au grand public parisien en 2013, mais qui aura un rayonnement mondial, qui sera la Fondation Louis Vuitton pour la création, qui est un véritable projet muséal, avec un bâtiment qui est conçu par Franck Guéry, qui ouvrira au jardin d'acclimatation, à côté du jardin d'acclimatation dans le bois de Boulogne, qui ouvrira fin 2013 probablement. Et qui sera un endroit où on pourra également montrer les collections que l'on a nécessairement accumulées
depuis un certain temps au sein du groupe. Et comment est-ce que vous sélectionnez, comment est-ce que LVMH choisit les artistes qu'il veut plus soutenir, les artistes qu'il veut restaurer? Est-ce qu'il y a une ligne directrice ou c'est vraiment... C'est vraiment une question de goût personnel des différents intervenants. D'abord Monsieur Arnaud, qui évidemment s'entoure de conseils. Les conseils peuvent venir de l'interne, c'est-à-dire qu'on est tous un peu à l'affût de choses et on a tous des idées et on en parle. Et puis au niveau des maisons elles-mêmes, les maisons ont une assez grande liberté en fait pour décider de travailler sur leur territoire d'expression artistique. Donc les équipes de Vuitton ont identifié par goût personnel les artistes qu'elles ont envie de voir, de promouvoir. Et c'est forcément... C'est une démarche de type l'œuf et la poule. Les équipes se nourrissent du contact avec ces créatifs. De plus en plus, on voit que les créatifs se nourrissent aussi de l'univers du style de vie qu'incarne une partie des maisons de luxe en général et celle de LVMH en particulier. Et donc, il y a une espèce de symbiose en fait entre les équipes des maisons et l'univers créatif au sens large, l'univers artistique au sens large. Et donc, de fait, il y a une autosélection de certains acteurs plus que d'autres. On imagine que comme à tout moment, le marché de l'art, il a vécu par décantation et une partie des amateurs ont sélectionné les futures stars.